contrôle, donc ça m'a pris pas mal de temps de refaire les questions. Voilà. Donc voilà, 1er avril, pas de blague. Interprétation des effets de dominance-récessivité. C'est donc notre dernier cours avec la partie 8 qu'on va essayer d'enchaîner et qui va porter sur des exemples de pathologies humaines qui vont illustrer cette partie-là. Donc la question qu'on se pose, c'est tout simplement, vous avez le plan ici, une petite intro, après on va parler des pertes de fonction, gains de fonction géniques, les mutations ponctuelles et non ponctuelles, les effets fonctionnels, l'interprétation moléculaire et physiologique. Je vous ai déjà dit en début d'année, et j'insiste, c'est vraiment la partie du cours là-dessus, il ne faut pas confondre perte de fonction phénotypique et perte de fonction génique, gain de fonction phénotypique, gain de fonction génique. Quand on parle de perte de fonction, de gain de fonction phénotypique, on parle du phénotype. Okay, donc, j'ai une perte de capacité ou j'ai un gain de capacité. Par exemple, mes cellules deviennent résistantes à un antibiotique ou à une drogue. Elles sont tétracycline résistantes. C'est bien un gain de fonction. Parce que la cellule de base, elle n'est pas résistante. Mais par contre, une perte de fonction phénotypique, c'est par exemple être arabinose. Moi, je deviens incapable de former des colonies si j'ai que de l'arabinose comme source de carbone. Et par opposition, les pertes de fonction génique, c'est quoi? C'est la perte de fonction du gène ou du produit du gène. Donc, le meilleur exemple, c'est la délétion d'un gène. Vous délétez un gène, vous avez une perte de fonction génique, c'est la meilleure qu'on puisse rêver, dont on puisse rêver. D'ailleurs, vous verrez en 506 l'année prochaine que quand on a un mutant et qu'on se demande si c'est une perte de fonction complète ou pas, on la compare à une délétion. Mais ceci est une autre histoire. Par opposition, un gain de fonction génique, c'est quoi? C'est l'augmentation de l'activité du produit du gène, quel que soit le moyen qui aboutit à cette augmentation d'activité. On va le voir. Par exemple, une expression ectopique, c'est-à-dire une expression dans un domaine où on n'est pas censé, ou un moment dans le développement, ou dans la vie de l'organisme où on n'est pas censé avoir expression du gène. En tant que généticien, quand je parle d'expression, je parle de transcription. OK. Cette interprétation de la notion de dominance-récessivité qu'on a vue avec les phénotypes, ça a débuté dans les années 20-30, 1920-1930, donc il y a à peu près 100 ans, avec des mutants du métabolisme. Okay, donc toujours ces mêmes mutants, où on faisait ces diploïdes et on essayait de comprendre ce qui pouvait se passer. Et grâce aux biochimistes, on pouvait voir qu'il y avait une défaillance enzymatique, bien souvent, qui pouvait expliquer l'effet récessif d'un mutant. Donc, par exemple, vous croisez un mutant GAL- par une souche sauvage GAL+, vous obtenez un diploïde qui est de phénotype GAL-. Comment expliquer ça? Souvent, on a GAL+, on a un phénomène de compensation, ce que vous avez fait avec le test de complémentation fonctionnelle, notamment entre mutants. Mais quand on croise là une souche sauvage par une souche mutante, on teste juste la relation de dominance-récessivité des phénotypes. Ça s'explique tout simplement parce que chez l'haploïde, le GAL-, il n'a pas d'activité. Le GAL+, il a l'activité. Et le diploïde, souvent, il est GAL+, parce que il y a quelque chose qui est apporté par le sauvage qui permet de compenser ce qui manque chez le mutant. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Alors, comment expliquer ce cas où on a un phénotype mutant, perte de fonction phénotypique, par exemple, qui est dominant? Ce n'est pas évident conceptuellement. Et c'est ça qui va amener un peu le cours qu'on va faire aujourd'hui. Oui, c'est en ligne. C'est SEM... ouais, je ne sais pas. Vous en avez deux là, en fait. On va en enchaîner deux. Donc, normalement, alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'avoir mis la dernière partie en ligne encore, mais celle-ci, elle y est. C'est bien le 14, ouais. Donc, on va essayer de raisonner un peu là-dessus. Alors, il n'y a pas grand-chose, il est assez court celui-ci, Audrey, vous n'allez pas perdre grand-chose. Donc, le niveau causal de la perte de fonction ou du gain de fonction phénotypique, qu'est-ce que ça peut être? Tout simplement, pour faire une perte de fonction génique, okay, on perd la fonction du gène, souvent ça va entraîner un effet au niveau phénotypique. On peut avoir deux types d'allèles quand on fait une perte de fonction génique. Des allèles amorphes, c'est-à-dire sans activité, zéro activité, une délétion par exemple, ou des, avec une activité réduite.
Comment expliquer ce qui se passe au niveau moléculaire? Qu'est-ce qui peut provoquer cette perte de fonction génique? C'est moins ou pas de produit. Ça peut s'expliquer par le fait, moins ou pas d'activité, pardon. Ça peut s'expliquer par une diminution de la quantité de produit. Donc, une diminution de la transcription, une diminution de la traduction. Donc, on diminue la synthèse de la protéine directement ou indirectement. Si je fais moins de transcription, j'ai moins d'ARN messager, donc j'aurai moins d'ARN messager que je pourrais traduire, donc j'aurai moins de protéines. Si je diminue la traduction, j'ai beau avoir plein de messagers, je fabrique moins de protéines. Et puis, on peut changer la quantité de la protéine de plusieurs manières, soit en affectant sa synthèse, soit en affectant sa stabilité, en la dégradant plus vite, par exemple. Donc, on peut avoir des ARN messagers qui sont moins stables ou une protéine qui est moins stable, qui va être envoyée à la dégradation par le protéasome, par exemple, ou par l'autophagie. Donc, tout ça, ces quatre points-là, baisse de la transcription, de la traduction, baisse de la stabilité de l'ARN messager ou de la stabilité de la protéine, ça joue sur la quantité du produit. On peut aussi jouer sur l'activité, pas en jouant sur la quantité de ce produit, mais en jouant sur sa qualité, on va dire. C'est-à-dire que le produit devient moins actif. Comment? En jouant sur sa conformation, sur son affinité avec ses substrats, avec ses partenaires. Voilà. Okay, donc, on a deux grands moyens de jouer sur la fonction du gène, quantitatif ou qualitatif. Ça, c'est une diapo qui est vraiment très importante que vous devez connaître. À l'opposé de la perte de fonction génique, on va voir. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez répéter la définition de amorphe et hypomorphe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Amorphe, c'est sans activité. Et hypomorphe, c'est avec moins d'activité. Okay, donc un allèle amorphe, c'est un allèle qui conduit à une perte d'activité complète du produit du gène. Donc on perd complètement l'activité due au gène. Et un hypomorphe, on la perd partiellement. Okay. Alors, à l'opposé de la perte de fonction génique, on a le gain de fonction génique. Ce gain de fonction génique, on va retrouver le même type de schéma. Cette fois-ci, on va parler d'allèle hypermorphe. Donc, attention, ce n'est pas forcément un contraire à une perte de fonction, un gain de fonction, c'est juste deux choses différentes. Ce n'est pas forcément un contraire. Ne raisonnez pas en termes de contraire. On peut aussi jouer sur le quantitatif en ayant plus de produits ou sur la qualité du produit en ayant plus d'activité du produit. Alors, plus de produits, on peut l'avoir soit en augmentant la transcription, en augmentant la traduction. Je ne vous l'ai pas mis d'ailleurs sur la diapo là. En ayant une production de la protéine, soit par une transcription, soit par une traduction, dans un tissu, on n'est pas censé l'avoir. Donc, ce qu'on appelle dans ce cas-là une expression ectopique, donc ailleurs que dans le domaine d'expression normale. Et on peut jouer, là encore, sur la stabilité de l'ARN messager ou de la protéine, en diminuant leur dégradation, en les stabilisant. Donc ça, c'est le côté quantitatif. Et puis, côté qualitatif, on peut avoir un plus fort niveau d'activité, c'est-à-dire que l'enzyme aura, par exemple, une meilleure affinité pour son substrat, ou alors on peut avoir une nouvelle activité qui est gagnée par le mutant. Il interagit avec un nouveau partenaire, par exemple. Ou il perd son interaction avec un partenaire et qui était un partenaire qu'il réprimait. Okay. Là aussi, c'est un gain de fonction génique. Ces gains de fonction génique, ce sont souvent, ils sont considérés comme les moteurs de l'évolution. Ça peut apporter un avantage. Après, ça peut être aussi une source de pathologie. Hein. Ce n'est pas forcément positif. Mais au cours de l'évolution, c'est quelque chose qui apporte plutôt un avantage aux populations. Pas forcément à l'individu qui a la mutation, mais au fur et à mesure des générations, ça peut apporter un avantage. Donc là aussi, diapo importante. Hein. Donc ça, ces deux diapos
La 262 et la 263, vous devez bien les connaître. Monsieur, Oui, je vous écoute. excusez-moi, dans le diapo d'avant, au niveau de... Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, juste au niveau quantitatif, voilà, vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas écrit. Oui, c'est l'augmentation de l'efficacité de la traduction. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pour répondre à Lina, oui, je me suis trompé pour le CC, j'ai mis qu'il fermait le 1er mai, mais évidemment, il ferme le 1er avril et pas le 1er mai. C'est mon cerveau qui m'a fait une blague. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne change rien. Vous ne pourrez pas le remplir après midi. Enfin, il est ouvert pendant 16 minutes, quoi. Donc, 17 minutes plus exactement, pour que ce pour 16 minutes avec les tiers-temps puisse se remplir. Est-ce que, monsieur, vous pouvez redire ce qui n'est pas écrit dans le qualitatif? Il y a un mot. Dans le qualitatif, tout est écrit. C'est dans le quantitatif que ce n'est pas écrit. Oui, et c'est l'augmentation de la traduction du messager. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi répéter la définition de hypermorphe? Oui, c'est un gain d'activité. C'est une augmentation de l'activité du gène. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Alors, comment on obtient ces mutations au niveau moléculaire? Eh ben, on distingue les mutations ponctuelles, dont je vais vous parler en premier, des mutations non ponctuelles. Les mutations ponctuelles, par exemple, ce sont les substitutions. On change une paire de bases par une autre. Si ça touche qu'une paire de bases, on parle aussi de SNP en anglais, Single Nucleotide Polymorphism. Donc polymorphisme nucléotidique simple. Donc là, vous avez l'exemple, je change le C et le G par un A et un T. Vous changez une paire de bases. Donc ça, c'est relativement fréquent. Si on regarde dans le génome humain, c'est à peu près toutes les 1000 paires de bases qu'il y a une substitution. On compare deux génomes de manière aléatoire. Donc c'est très très fréquent. Okay. Donc là, il y avait des trucs marqués en dessous, mais on s'en moque, c'est pas important. Donc là, je vous l'ai dit, et c'est réparti de manière relativement uniforme dans le génome. On a aussi dans les mutations ponctuelles, il m'en manque là, c'est après? Je ne sais plus comment j'ai organisé mon truc. Substitution, machin. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il manque une diapo. Il y en a une que j'ai dû masquer. Non? Ah, c'est plus tard. Excusez-moi, je me débrouille mal. Bon, ok, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Et on a les petites délétions. Les délétions qui font jusqu'à 3 paires de bases, on les considère comme des mutations ponctuelles. On va voir un peu tout à l'heure ce qu'elles provoquent. Et puis dans les mutations non ponctuelles, on a les grandes insertions et les grandes délétions. Alors souvent on parle d'indel d'ailleurs. On ne dit pas insertion et délétion, on dit indel, I-N-D-E-L-S. Tout simplement. Donc ces insertions, ces délétions, elles sont provoquées par exemple par l'insertion d'un rétrovirus, comme le virus HIV ou un papillomavirus. Vous connaissez le papillomavirus, enfin, vous en connaissez certains. Par un transposon, qui ressemble un peu à un virus, mais qui n'est pas capable d'infecter les cellules, de sortir des cellules pour en infecter d'autres. Ça provoque généralement des pertes de fonction génique. Sauf si ça touche une séquence régulatrice. Dans ce cas-là, ça peut induire une surexpression. Ça peut être dû aussi à un crossing over dans certains cas, surtout quand il y a quand c'est des crossing over entre des séquences répétées. Si elles sont à plusieurs endroits dans le génome, ça peut créer une délétion. Ça peut être aussi une modification de séquences répétées. On a ces séquences qu'on appelle les VNTR. Donc là encore, c'est un anglicisme pour variable number of tandem repeats. Donc répétition en tandem de nombres variables. Donc c'est des répétitions qui sont répétées n fois les unes derrière les autres. Et ça, quand l'ADN polymérase essaye de recopier l'ADN,
cours de la réplication, il lui arrive de bugger un peu là-dessus, et soit d'allonger, soit de raccourcir la séquence répétée. Excusez-moi, je ne suis plus sur mon truc. Parmi ces VNTR, on distingue ce qu'on appelle les microsatellites, qu'on appelle aussi des STR, Short Tandem Repeats, qui font de 1 à 6 paires de bases répétées. Le plus typique, c'est les triplets qu'on va revoir dans la dernière partie du cours. Donc, par exemple, le triplet CAG. Et c'est ces séquences microsatellites qu'on utilise pour faire les empreintes génétiques. Okay, pour la police scientifique, pour les tests de paternité, etc. Pour la médecine légale, quoi. En fait, ce sont des sites qui sont très, très variables d'un individu à l'autre, voire vos deux allèles sont généralement, ont généralement un nombre de répétitions, un petit n différent. Donc, par exemple, vous allez avoir un allèle avec 13 répétitions et puis l'autre avec 18. Et c'est très, très variable d'un individu à l'autre. Pour faire les empreintes génétiques, chez l'homme, ce qu'on utilise, c'est une vingtaine de sites indépendants, donc sur différents chromosomes, qui permettent de distinguer deux individus en dehors des vrais jumeaux, évidemment. Les vrais jumeaux, on peut les distinguer qu'avec les empreintes digitales. Enfin, au niveau biologique, on va dire. Monsieur, Oui, je vous écoute. je suis désolée, j'ai une question. Du coup, c'est pas par rapport au cours, mais parce que vous parlez de jumeaux, ça me fait penser. Est-ce que les jumeaux, ils ont exactement le même génome? Oui. Sauf D'accord, ok. néomutation, mais c'est très rare. Normalement, ils ont le même génome. Ouais, tout à fait. Ok, ça marche, merci. Monsieur, Ouais, je vous est-ce que vous écoute. pouvez juste réexpliquer? J'ai pas compris ce que c'est du coup des mutations non ponctuelles. Enfin, en quoi elles sont non ponctuelles? Ah ouais, c'est les délétions, c'est des délétions ou des insertions de plus de 3 paires de bases. D'accord, c'est parce qu'elles sont plus grandes en fait. Ouais, c'est ça. En fait, 1 à 3 paires de bases, ça peut correspondre à un codon. D'accord, donc comme c'est tout petit, on dit que c'est ponctuel parce que c'est vraiment à un endroit et quand c'est plus grand, ça touche. Ouais, quand ça touche plus d'un codon, ben, on considère que c'est non ponctuel. D'accord, Donc, ok. dès que c'est plus de 3 paires de bases, on dit que c'est non ponctuel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Voilà. Et donc, les mini-satellites qui sont comme les microsatellites, sauf que ce sont des séquences plus grandes qui peuvent faire jusqu'à 60 paires de bases. Ok. Voilà. Donc, la localisation de ces mutations, elle va influer évidemment sur l'effet de la mutation. Par exemple, si vous touchez le promoteur, ben forcément, vous allez avoir plutôt un effet sur l'expression du gène, pas sur le site catalytique. Si vous touchez, vous avez ici plein de zones qui peuvent être touchées, hein, donc on peut jouer sur l'initiation de la transcription, on peut jouer sur l'ajout de la coiffe, sur le messager, évidemment. S'il n'y a pas de coiffe, le messager, il ne va pas être stable. On peut jouer sur l'épissage des exons et donc l'excision des introns. Hein, donc on a ce qu'on appelle l'exon skipping en anglais, et en français ça s'appelle donc le saut d'exon. Vous pouvez n'apprendre que le mot français, hein, ça va très bien. Ce saut d'exon, c'est quand on va sauter un exon qu'on aurait dû conserver dans le messager, ou au contraire épicer quelque chose qu'on n'aurait pas dû épicer. Je ne sais pas ce que veut dire votre commentaire. Oui, d'accord, c'est bon. On peut aussi affecter la terminaison de la transcription. On peut affecter le site de clivage du messager qui permet l'ajout de la queue poly-A, donc affecter le site de polyadénylisation. Là aussi, si on n'a pas de polyadénylisation correcte, ben, le messager ne va pas être stable. On peut affecter également l'export du messager vers le cytosol. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'effets possibles. On va distinguer parmi les différentes mutations qu'on a. Quand on a des mutations dans la séquence codante, on va distinguer des mutations faux sens qui vont changer ce que code un codon. Donc par exemple, au lieu de GAG qui code pour le glutamate, s'il est changé en GTG, donc le H changé en T, ça va coder une valine. Donc ça provoque une substitution, là encore, cette fois-ci au niveau protéique. On substitue un codon par un autre. Et ça peut provoquer une perte de fonction comme un gain de fonction ou être neutre.
Pour savoir ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, suivant l'approche qu'on a, comment l'interpréter. Si on fait de la génétique classique, ce qu'on a fait, nous, depuis le début du semestre, c'est-à-dire, on a un mutant et on regarde son phénotype. Ce qu'on fait, c'est qu'on a le mutant et on peut aller voir derrière, enfin, on obtient un mutant qui a un phénotype et derrière, on va aller voir, éventuellement, on va aller séquencer le génome et on va s'apercevoir qu'il y a cette mutation-là et on va pouvoir se dire, ah, donc c'est cette mutation-là qui a cet effet. Mais ce qu'on fait de plus en plus, puisqu'il y a beaucoup de sites polymorphes, même dans un gène, vous voyez bien, il y a un site, il y a un SNP à peu près toutes les 1000 paires de bases, et un gène humain, ça fait plusieurs milliers, voire des millions de paires de bases. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle la génétique inverse. C'est-à-dire qu'on va utiliser les biotechnologies et modifier de manière dirigée le gène, on va modifier sa séquence, le mettre dans un plasmide et voir l'effet que ça a sur des cellules en culture, par exemple. Donc, c'est ce qu'on verra en BI 606 l'année prochaine. Ça. Et en 506, vous en verrez un petit peu. Enfin, en 506, vous continuerez la génétique classique et en 606, vous ferez la génétique humaine, donc la transgénèse, les modifications chez les plantes pour faire des OGM. Et puis, on fera un peu de génétique humaine aussi. Un petit peu plus poussé que ce qu'on fait là. Voilà. Donc là, on peut étudier dans ce cas-là en faisant de la génétique inverse. On modifie un gène et on regarde l'effet. Au lieu d'étudier l'effet et de remonter au gène, comme on fait en 406 depuis le début du semestre. Donc, mutation faux sens. On peut avoir aussi des mutations non-sens, où là, c'est pas que le codon code pour un codon qui codait un acide aminé code pour un autre acide aminé, en étant modifié. Mais là, cette fois-ci, il code un codon stop. Enfin, il correspond à un codon stop. Donc, par exemple, GAG transformé en TAG. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va arrêter prématurément la traduction de la protéine. On va avoir donc une protéine tronquée, voire on n'aura pas de protéine parce que souvent, les ARN messagers qui portent ces codons stop, si le codon stop il est avant un site d'épissage, il peut être repéré et être dégradé par une voie qui s'appelle la voie NMD, pour Nonsense Mediated Decay, donc dégradation médiée par le non-sens. Voilà. Alors, normalement, je faisais des explications un peu plus détaillées sur cette partie-là, mais là, on n'a pas trop le temps, donc je ne vous le mets pas. On va aller un peu plus au fait. Pour les insertions et les délétions, alors si on a une insertion ou une délétion qui est d'un nombre de paires de bases qui n'est pas un multiple de 3, on va avoir un décalage de cadre de lecture, si on se trouve dans la phase codante, évidemment. Donc la séquence, elle va devenir aléatoire, puisqu'on va décaler les codons. Et puisqu'il y a 3 stops sur 64 triplets, ça veut dire à peu près un codon sur 21 est un codon stop. En moyenne, de manière aléatoire, on devra avoir un codon stop au bout d'une vingtaine d'acides aminés répartis, de séquences aléatoires. Donc là aussi, on va avoir un produit qui va être très généralement non fonctionnel, une perte de fonction génique. Je dis généralement parce qu'imaginons qu'à la fin de cette protéine, ce qu'on supprime, c'est un domaine qui sert à une répression de l'activité enzymatique, on aura un gain de fonction enzymatique au contraire. Alors, Johanna, triplet pour nucléotide. Un codon, c'est un triplet de nucléotides. OK. Ouais, 21 triplets, 21 triplets de nucléotides, donc 63 nucléotides à peu près en moyenne. Mais là, je comptais en termes d'acides aminés, exactement, Maëlle. Vous avez raison. OK. On a parlé aussi des mutations qui affectaient l'épissage. Alors là, ce qui peut se passer, je vous l'ai dit plus ou moins, il peut se passer soit une perte de fonction, soit un gain de fonction aussi. Au niveau génique. Pourquoi? Parce que la modification des séquences consensus qui sont reconnues par le mécanisme d'excision,
Donc, ça peut être les sites donneurs et accepteurs ou donneurs et accepteurs, pardon, et le site de clivage qui vont affecter la formation du lasso. Donc, s'il n'y a pas d'épissage correct, ben, on va avoir éventuellement un codon stop qui va apparaître à cause de la séquence intronique qui va essayer d'être, qui va être traduite. On peut avoir un saut d'un domaine qui est important à la fonction de la protéine. On peut avoir l'ajout d'une séquence aussi. Enfin voilà, ça peut aboutir à une séquence protéique plus longue ou plus courte. Et voilà, ça peut induire soit une perte de fonction, soit un gain de fonction, et éventuellement une dégradation par le système NMD, encore une fois. Okay. Donc tout ça, je vous laisse, il faut que vous le sachiez. Je ne sais pas si c'est des choses dont vous aviez déjà entendu parler, peut-être que oui. Peut-être que vous en aviez entendu parler précédemment. Vous mettez un petit message dans le chat si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous pouvez avoir aussi des mutations synonymes que je n'ai pas citées. Une mutation synonyme, elle ne va pas changer le... Ouais, c'est ce que je me disais que vous l'aviez déjà vu. Une mutation synonyme, elle ne va pas changer la séquence codante. OK. Donc, comment le gain d'activité n'entraîne-t-il pas la perte de l'activité originelle? Ça, c'est plutôt une notion évolutive. Okay. Eh ben, souvent, on a des duplications en tandem de gènes. Okay. C'est-à-dire que vous avez votre gène, il est dupliqué, et vous allez avoir une version qui va évoluer différemment de l'autre. C'est ça qui permet une forte évolution. En fait, la duplication permet de maintenir l'activité originelle et de rajouter une nouvelle activité. C'est-à-dire qu'au départ, la duplication va faire 2 gènes qui vont être redondants parfaitement, et puis il y en a un qui va pouvoir évoluer différemment parce qu'il ne sera pas soumis à la pression de sélection parce que le deuxième assurera la fonction originelle. Donc ça, c'est un des forts moteurs de l'évolution. De quoi je voulais parler aussi? Alors, je vous ai parlé des séquences UTR tout à l'heure, 5' et 3' UTR, et là, je voulais illustrer au travers d'une pathologie l'intérêt de ces séquences, parce que souvent, on n'en parle pas, on considère qu'elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, alors qu'elles en ont. Et donc, je vais vous parler d'une pathologie qui est la dystrophie myotonique de type 1, ou maladie de Steinhardt. J'ai perdu mon écran. Comme j'ai plus mon écran, je ne peux pas. Je suis un peu embêté. Ah, j'ai dû éteindre bêtement. Voilà. Cette maladie, elle est due à des répétitions en 3' UTR, pardon, d'une séquence CUG. Et ça va introduire donc une myotonie, c'est-à-dire qu'il y a un problème de contrôle musculaire après une contraction volontaire, qui est souvent associé à une insuffisance respiratoire, un décès précoce et un retard mental. Donc, c'est pas très sympa comme cochonnerie. Et il y a une transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que quand il y a un parent qui l'a, il a un enfant sur 2 qui va avoir la pathologie. Comme c'est autosomique, il n'y a pas de différence homme-femme, il y a la même fréquence. Et il y a ce qu'on appelle une pénétrance incomplète. Rappelez-vous la pénétrance incomplète, je crois que je vous en ai parlé au début de l'année, enfin du semestre. La pénétrance incomplète, ça veut dire qu'on peut être porteur de la mutation et ne pas avoir de phénotype. Ou porteur de la mutation et avoir le phénotype. On a plus qu'une pénétrance incomplète, on a aussi une expressivité variable. L'expressivité variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force du phénotype, elle varie d'un individu à l'autre pour une même mutation. Et cette maladie-là, elle est marquée par ce qu'on appelle l'anticipation. L'anticipation, c'est quoi? C'est le fait que de génération en génération, la maladie devient plus précoce, enfin, se déclenche de manière plus précoce et est de plus en plus grave. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez l'exemple ici d'une personne âgée qui a sa petite canne. C'est le grand-père. Il a une forme asymptomatique. C'est-à-dire qu'il est porteur de la mutation, mais il n'a pas de problème. Il n'y a pas de souci de santé. Et puis, la fille de cette personne a la forme adulte.
Donc la myotonie et puis éventuellement un petit peu d'insuffisance respiratoire. Monsieur? Et le fils de cette femme, donc le petit-fils du grand-père, lui, il va avoir une forme néonatale avec un retard mental et une insuffisance respiratoire, cette myotonie, et probablement qu'il décédera de manière précoce. Donc vous voyez qu'il y a une aggravation, je vous ai entendu, hein, il y a une aggravation de génération en génération, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe après. Je vous écoute. Ah oui, excusez-moi. Pour la pénétrance incomplète, j'ai pas très bien compris. La pénétrance incomplète, ça veut dire on peut être porteur de la mutation et ne pas avoir de phénotype. OK ? Ou porteur de la mutation et avoir le phénotype. C'est-à-dire pour un même génotype, on n'a pas forcément le phénotype. L'expressivité variable, c'est pour un même génotype, on a une force de phénotype différente. Et là, en l'occurrence, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de la maladie et si on l'a, on peut avoir différentes forces de la maladie. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est avoir certains symptômes et pas d'autres. Donc, je vous l'ai dit, ce qui se passe dans ce gène, c'est dans la séquence 3' UTR, des triplets CUG qui vont être répétés un très grand nombre de fois. Et ces triplets CUG, ils servent à fixer un facteur d'épissage. Et ils vont piéger ce facteur d'épissage. Il s'appelle muscle blind. On va le voir dans quelques diapos. Ce piégeage, il va aboutir à un déficit de synthèse du produit des autres gènes pour lesquels le facteur d'épissage est important. Okay. Donc, si tous les autres gènes qui produisent des ARN messagers qui doivent être épicés correctement grâce à muscle blind, ils seront affectés plus ou moins par l'augmentation des CUG dans le transcrit du gène qui code la tyrosine kinase DMPK. Donc, je vous montrerai ça sur un schéma un peu plus tard. Hein. Là, c'était juste pour illustrer le fait que même les séquences 5' UTR, 3' UTR, elles sont importantes. On n'en parle pas beaucoup, on se focalise beaucoup sur ce qui est dans la séquence codante, éventuellement sur ce qui se passe dans le promoteur, éventuellement, encore plus rarement, sur ce qui se passe au niveau des sites d'épissage, mais il peut y avoir encore d'autres effets, notamment donc, dans les séquences 5', 3' non traduites. Donc, comment interpréter, comment essayer d'imaginer, on va dire, qu'une perte de fonction génique ait un effet récessif? Ça, c'est le plus facile, c'est l'exemple le plus simple. Donc, ce que disait Roxane par rapport à l'anticipation, c'est exactement ça. Hein. De génération en génération, la maladie se déclenche de manière plus précoce et du coup est plus grave, parce qu'elle a le temps d'évoluer de plus en plus loin. C'est-à-dire que la personne qui a 70 ans n'a pas de symptômes. Si elle vivait jusqu'à 100 ans, elle commencerait peut-être à avoir des symptômes. Si elle vivait jusqu'à 150 ans, elle finirait peut-être par avoir les symptômes qu'a l'enfant à sa naissance, en 3e génération. Donc, comment on peut expliquer qu'une perte de fonction génique est un effet récessif? C'est exactement ce qui se passe quand on fait le test de complémentation fonctionnelle. L'autre copie permet de compenser. On a une compensation allélique. Donc, l'autre allèle compense. On appelle ça aussi de l'haplosuffisance, c'est-à-dire être haploïde et suffisant pour avoir l'activité. On n'est pas obligé d'avoir 100% d'activité. Okay. C'est plutôt ça même le test de complémentation fonctionnelle. La compensation allélique, ça peut être aussi que l'autre allèle, c'est plutôt ça d'ailleurs, je me suis un peu mélangé les pinceaux, excusez-moi, la compensation allélique, c'est plutôt que l'autre allèle va être plus transcrit, ou plus traduit, mais c'est généralement plus transcrit. On compense en produisant plus de transcrits à partir de l'autre allèle. Comment maintenant expliquer qu'une perte de fonction génique est un effet dominant? Eh bien, ça va être exactement complémentaire. On va avoir l'haplo-insuffisance. C'est-à-dire qu'avoir 50% des copies du gène fonctionnel n'est plus suffisant. Avoir un seul allèle n'est pas suffisant pour avoir toute la fonction. En gros, diminuer la quantité du produit parce qu'on a moins de transcrits ou moins de transgènes, ou voilà, enfin, diminuer la quantité ou l'activité de la protéine de 50%, ça aboutit à un phénotype.
Et très souvent, le fait d'être homozygote mutant est plus grave que d'être hétérozygote mutant. C'est ce que je vous mets ici. Haplo-insuffisance, aggravation chez l'homozygote. Donc là aussi, vous devez connaître ces termes de compensation allélique, d'haplosuffisance et d'haplo-insuffisance. On a un autre cas où la perte de fonction peut avoir un effet dominant, même si on a de l'haplosuffisance. C'est le cas de l'inactivation de l'allèle sauvage. On ne peut pas voir cette haplosuffisance, en fait. C'est le cas des gènes qui sont sur le chromosome X. Alors, chez l'homme, le problème ne se pose pas parce que l'homme, il est hémizygote, donc il n'a qu'une copie, donc il ne peut pas y avoir de compensation allélique, il ne peut pas y avoir d'haplosuffisance. Et chez la femme, vous savez que la femme a 2 chromosomes X. J'ai mis femelle parce que c'est vrai pour les animaux aussi. Elle a 2 chromosomes X. On pourrait se dire, une mutation sur l'un est compensée par l'autre, mais pas forcément. Je vais l'illustrer dans une diapo suivante. Et puis, il y a un autre cas où ça peut poser un problème, c'est la perte somatique d'un allèle haplosuffisant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la perte somatique d'un allèle haplosuffisant? Le soma, c'est tout ce qui n'est pas le tissu germinal. Okay, donc, tous vos tissus, à part la lignée germinale. Monsieur? Ouais, attendez, je finis l'idée. Donc, si vous avez une perte d'un allèle, par exemple, on peut imaginer un allèle du gène P53 qui est impliqué dans la formation de plus de 50% des cancers. Si vous êtes mutant dans une copie de P53, c'est pas grave. Ça va devenir grave quand vous allez avoir une mutation dans l'autre allèle. Et cette mutation dans l'autre allèle, elle va être suffisante pour déclencher un cancer. Enfin, elle va être suffisante. Ça va être un des éléments qui va participer au déclenchement d'un cancer. OK ? Donc, cette perte d'un allèle induit un phénotype, un effet dominant, parce qu'on va perdre un autre allèle quelque part dans un autre tissu et que ça va être suffisant pour induire le phénotype, en l'occurrence, l'apparition d'un cancer. Alors, c'était qui posait la question? C'était Zoé? C'était moi. Alors vous, mais qui êtes-vous? Johanna. Johanna, alors je vous écoute, Johanna. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une définition exacte pour haplosuffisance, s'il vous plaît? Oui, l'haplosuffisance, c'est le fait que être hétérozygote mutant ne conduit à aucun phénotype. D'accord, merci. Okay. Et l'haplo-insuffisance, par opposition, le fait d'être hétérozygote conduit à l'apparition d'un phénotype, d'être hétérozygote mutant, avec une perte de fonction génique. À chaque fois, c'est hétérozygote mutant pour une perte de fonction génique. Voilà. Et la compensation allélique, je me suis emmêlé les pinceaux quand je vous l'ai présenté au départ. La compensation allélique, j'y reviens, c'est quand la perte de fonction génique en hétérozygote induit une surexpression ou une augmentation de l'activité du produit du deuxième gène. Enfin, du deuxième allèle, pardon, du même gène. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un peu plus lentement, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. La compensation allélique, c'est quand l'allèle muté par une perte de fonction génique est compensé par une augmentation de la transcription ou de l'activité autorisée par l'autre allèle du même gène. Je suis désolée, je suis perdue. Enfin, je ne comprends pas trop la définition. Vous pouvez encore répéter? Ok, imaginons que vous êtes mutant pour un gène X sur une copie. Donc, vous avez X- sur X+. Ok. Quand vous êtes X- sur X+, l'allèle X sauvage, il va être exprimé 2 fois plus fort. Donc, si vous regardez la quantité de protéines, vous avez la même quantité qu'au départ. Que chez un homozygote sauvage, X+ sur X+. Okay, tout simplement parce que bien souvent, on a des boucles d'auto-amplification qui font que si un gène clé n'est pas exprimé, en fait, lui, il se réprime normalement, donc il va être incapable de se réprimer parce qu'il n'est pas en assez grande quantité, donc il va augmenter son niveau d'expression jusqu'à être capable de se réguler négativement. Ce n'est pas une boucle d'auto-amplification, c'est un feedback négatif, excusez-moi.
Donc, c'est ce feedback négatif qui va assurer d'avoir toujours la bonne quantité de protéines. Donc, même si j'ai qu'un allèle qui est efficace, eh ben, il va être exprimé plus fortement et je vais avoir plus de produits. Alors, ça peut être au niveau de l'expression, de la transcription, ça peut être au niveau de la stabilité de la protéine, ça peut être à plein de niveaux différents, mais il y a une compensation par l'allèle qui n'est pas muté. Par opposition à l'haplosuffisance, où avoir 50% d'activité est suffisant pour ne pas avoir de phénotype. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, je crois, merci. Ouais, ok. Alors, pour illustrer ce qui se passe avec l'inactivation du chromosome X chez les femelles mammifères, et notamment chez la femme, vous voyez ici le chromosome X inactivé dans un noyau de cellules, alors je ne sais pas si c'est d'une femme ou d'une femelle, d'un chat ou je ne sais pas. C'est le chromosome X, un des deux chromosomes X qui est inactivé, qui est fortement condensé, et ce qu'on appelle le corpuscule de Barr. Vous l'avez écrit en haut. Et on ne l'observe pas dans les noyaux mâles. Et c'est ce phénomène qui explique le pelage des chats calico ou écailles de tortue qui sont toujours des femelles. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 couleurs et en fait, enfin, il y a un des gènes impliqués dans la couleur chez le chat qui est sur l'X et qui va produire cette différence de pelage. Et donc, on n'observera jamais chez les mâles. Parce que suivant les zones de tissu, on n'a pas le même chromosome X qui est actif ou inactif. Okay. Mais donc, je ne sais pas ce que vous voulez que je répète, Coraline. C'était la diapo d'avant. C'était perte somatique d'un allèle haplosuffisant. Ouais, alors ça, c'est dans le cadre notamment du cancer. Le fait de perdre un allèle, ça n'a pas d'effet parce que cet allèle, ce gène, il est haplosuffisant, donc avoir une seule copie est suffisant. Mais au cours de la vie, la perte de l'autre allèle dans une cellule, par des mutations, par exemple, par des mutations, va aboutir au fait que certaines cellules vont se retrouver être nulles pour ce gène. Okay, par avoir les 2 copies mutées. Et du coup, ça pourra aboutir au développement d'un phénotype comme l'apparition de cancer. C'est plus clair, Coraline? Oui, merci. Okay. Donc voilà, donc ça c'était pour illustrer le corpuscule de Barr. J'ai un petit schéma qui l'illustre peut-être un peu mieux encore. Donc là, c'est la cellule œuf, le zygote. On va avoir plusieurs divisions. Vous voyez que là, les 2 chromosomes X, ils sont normaux, entre guillemets. Et puis, il va y avoir à un stade du développement une inactivation d'un des 2 chromosomes X. Et ça va être de manière aléatoire. Donc, un coup, ce sera le chromosome d'origine maternelle, celui qui a été dessiné en rose. Je suis désolé pour ces choix très genrés, on va dire. Soit en violet, le chromosome paternel. Donc, un coup, le chromosome maternel reste actif et le chromosome paternel est sous forme de corpuscule de Barr, inactif. Et réciproquement, dans d'autres cellules, c'est le contraire. Et ça, c'est complètement aléatoire, ça. En tout cas, on ne sait pas l'expliquer. Donc, on considère que c'est complètement aléatoire. Et ce qui va aboutir, après, ces cellules elles vont continuer à se diviser, à former des clones de cellules dans lesquels le X paternel est inactif et d'autres clones de cellules dans lesquels le X maternel est inactif. Okay, d'où le fait que ce soit par patch, par zone, qu'on a des zones blanches et puis des zones colorées. OK ? C'est important, il y a notamment quelques pathologies chez l'homme qui, du coup, vont avoir une pénétrance une expressivité variable, voire une pénétrance incomplète parce qu'ils touchent des gènes qui sont sur l'X, ils sont dus à des mutations qui sont sur l'X, et que chez les femmes, suivant la proportion et les tissus touchés où l'allèle mutant
et le seul actif, ça va provoquer ou non la pathologie. Je ne vais pas vous faire de trucs là-dessus, c'est pour votre culture générale, on aura le temps de revoir ça un jour peut-être. Ok, toujours est-il. Comment interpréter maintenant l'effet dominant? Il faut que je surveille l'heure parce qu'on va avoir du mal sinon. Comment je peux interpréter l'effet dominant? Eh ben, je vais pouvoir avoir deux cas pour avoir un phénotype dominant, soit c'est un gain de fonction génique, soit une perte de fonction génique. Le plus simple, c'est le gain de fonction génique. Hein, si j'ai plus de produits, si j'ai du produit là où je n'en avais pas avant, eh ben, je vais rajouter un nouvel effet et ben, ça peut avoir un impact. Je vais avoir aussi des allèles dits antimorphes. Donc, on avait vu les amorphes, les hypomorphes, les hypermorphes, là, les antimorphes, ce qu'on appelle aussi l'effet dominant négatif que je vais vous expliquer dans une diapo juste après. Et puis, on a les gains de fonction géniques qui peuvent avoir, au contraire, un effet récessif. On dilue le produit, par exemple. Okay, donc, voilà. On a, je sais pas moi, on n'a pas assez de produits en plus pour avoir un effet. Par contre, quand on est homozygote avec ce gain de fonction, là, on a un effet parce qu'on a plus de produits. C'est une histoire de seuil avant d'avoir un effet. Alors, quand cette histoire, je reviens sur cette diapo, l'effet dominant négatif qui est ici, c'est ça que je vais vous illustrer, avec cet exemple tout simple où on imagine que notre protéine agit sous forme d'un dimère. Par exemple, c'est un facteur de transcription, je reviens à P53, qui, pour se lier à l'ADN, doit être sous forme multimérique. Par exemple, un dimère. Je vais produire, à partir de mon allèle sauvage, une forme que j'ai symbolisée ici en bleu avec un N pour normal, et puis à partir de l'allèle muté, une forme symbolisée en orange avec ce petit M ici. Donc vous êtes d'accord, si la protéine elle se dimérise, bah, la protéine grand N, elle a une chance, et la forme mutante, elle a une chance sur deux de se mettre avec du grand N, et une chance sur deux de se mettre avec du petit m. Donc ça revient exactement à la même chose que quand on fait un petit croisement avec un seul gène impliqué par un diploïde chez l'alvure. Je ne dis pas de bêtises. Enfin, pour faire... non, je dis des bêtises, excusez-moi, oubliez ce que je viens de dire. Enfin bon, on retrouve un quart, un demi, un quart. Et donc, ça veut dire que si, pour avoir si le mutant il est amorphe et que le sauvage il est sauvage, j'ai un quart de dimères qui ont 100% d'activité, 50% de dimères qui ont la moitié de l'activité parce qu'il y a une sous-unité sur deux seulement qui fonctionne, et puis un quart qui n'a pas d'activité. Et si je fais la moyenne de tout ça, 5 plus 0,25 fois 0, ça me donne 0,5. Donc 50% d'activité. Okay, ça, c'est un cas où il n'y a pas d'effet dominant négatif. Si j'ai un effet dominant négatif, ce qui va se passer, c'est que mon homodimère, où j'ai une copie mutée et une copie sauvage, en gros, la forme mutée a un effet dominant négatif sur l'activité de la forme normale. Il réduit l'activité de la forme normale. Donc, du coup, j'aurai moins de 50% d'activité. Okay. Alors, si c'est un dimère et que les deux sous-unités ont la même fréquence d'appariement, voilà ce qu'on attend. Imaginons là, ce dimère sauvage muté, normal muté, il peut avoir 0% d'activité. Auquel cas, je n'aurai pas 50% d'activité au total ici, mais 25% d'activité seulement. Okay. Et imaginons que ça soit que le mutant ait plus d'affinité pour la forme normale que le normal, auquel cas, j'aurai même pas un quart de dimères qui seront normales. Donc on peut encore descendre en dessous. On peut aussi imaginer que ce soit pas, ma protéine ne forme pas des dimères, mais des tétramères, et qu'une seule sous-unité mutante soit suffisante pour tuer l'activité, auquel cas, je diminue encore plus l'activité. Donc vous voyez, ce côté dominant négatif, c'est une sorte d'emploi
cloisonnement un peu de la forme normale. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est ça. En fait, le fait d'avoir un allèle dominant négatif, ça diminue l'activité du. C'est pire que d'avoir une délétion. En fait, si vous avez une délétion face à un allèle sauvage, vous avez 50% de l'activité normalement. Si vous avez un allèle dominant négatif face à un allèle sauvage, vous avez moins de 50% d'activité. Et c'est très très souvent pour des protéines qui se multimérisent. Donc ce schéma, je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est quand même ce qui explique le mieux ce qui se passe dans un cas général. Okay. Donc sur les quelques minutes qui restent, non, je vais m'arrêter là parce que du coup, on n'a pas du temps d'attaquer cette partie-là du cours. On a rapidement la prochaine fois et d'attaquer un peu la bactério. Je vous rappelle, alors j'ai l'impression que je suis un peu instable d'après ce que me dit l'ordi. Je vais me mettre en filaire. Je vous oublie pas, Laurie. Voilà. Donc voilà, je suis un peu mieux branché. Donc là, lundi, c'est lundi de Pâques. Jeudi, vous avez un rattrapage de TD pour certains d'entre vous. Donc moi, je vous revois le 12. Le 12, on aura un autre contrôle, un autre mini-CC, et il portera sur la drosophile notamment, et puis tout ce qu'on a vu avant, mais il inclura en grande partie ce qu'on aura vu chez la droso, avec de gènes, avec les gènes sur l'X, etc. Ça sera tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, y compris ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, ce cours aujourd'hui aussi, Roxane. Donc, notamment les définitions. Vous avez vu, il y a pas mal de définitions que je vous ai faites. Donc, essayez de revoir ça. Si ce n'est pas clair, vous me faites un petit message. J'essaierai de vous faire des petits trucs, des petits fichiers si j'y arrive, mais je ne peux pas vous le garantir parce que je vais avoir des enfants à garder la semaine prochaine. 2 à qui il va falloir que je fasse les devoirs, donc ça va être sport, plus les cours. Voilà. Donc, oui, non, j'ai pas eu le temps de regarder pour vous, Anastasia, mais je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Et donc, le 12, vous aurez un nouveau contrôle. Je vous mettrai les questions comme on avait fait pour le 3e CC du mini CC4 et du mini CC5. Je vous les mettrai à disposition pour vous entraîner entre le lundi et le jeudi, entre le 12 et le 15 avril. Et voilà.